bonsoir mesdames et messieurs partout où vous nous suivez. Merci une fois de plus pour votre fidélité à votre chaîne de prédilection, en tout cas la DRTV, et surtout à cette émission qui vous informe au-delà du factuel Mag le Bazar. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons résolu sortir des sentiers battus de la politique et surtout des crises que nous vivons dans le pays pour parler savoir. Le savoir, alors le savoir, parce que le savoir est au fondement de l'homme. Le savoir est au fondement du développement de l'humanité. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas parlé. Dans notre quête, nous sommes allés vers un nouveau auteur. Il n'est pas à présenter, en tout cas, c'est un chevronné, c'est un professeur à l'université, un grand homme dans le domaine de la médecine. Il nous a donc produit ce livre, cet ouvrage, qui invite ou qui nous a invités à le pénétrer, à le comprendre, parce qu'il pose une problématique vraiment aussi importante pour l'Afrique aujourd'hui qui se cherche. L'intitulé, c'est « Réinventer les universités congolaises à l'ère de l'intelligence artificielle, du big data et des innovations technologiques ». Vous voyez que l'auteur nous emmène dans la réalité d'aujourd'hui. Il essaie d'établir l'adéquation entre l'université d'aujourd'hui et les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à la base du développement. Mon invité, c'est donc le professeur Jean-Bernard Kouambon, que vous connaissez bien, en tout cas dans le milieu médical. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Une occasion très rare, vu vos fonctions, vu les occupations qui sont les vôtres, parce que vous donnez de votre temps à l'humanité. Merci en tout cas pour votre présence à cette émission. Merci beaucoup. Alors, d'emblée, nous allons déjà dans le vif de notre sujet. Ça serait peut-être une tautologie. Vous avez beaucoup de casquettes, professeur, il faut le dire. Aujourd'hui, écrivain du fait de cet ouvrage. Mais il faut dire que vous êtes un chevronné, permettez-moi, dans le domaine de la santé. Alors, cancérologue, vous avez accompagné beaucoup de projets dans ce pays. Et aujourd'hui, vous avez pensé écrire. Alors, la première question par rapport à cette thématique. Vous avez pensé un jour réinventer donc les universités congolaises. Ceci, à l'ère, vous dites, vous situez la chose, vous situez votre réflexion à l'ère de l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, à l'ère du data et des innovations technologiques. Première question, professeur. Quel est le déclic? Vous êtes du domaine de la santé. Qu'est-ce qui vous emmène à problématiser sur la question? Qu'avez-vous constaté et pourquoi? Merci, monsieur Okilas. Avant de répondre à cette question, je dois me poser 3 questions à moi-même. Oui. Est-ce que j'ai la légitimité pour parler de l'université? Évidemment. La réponse est oui. Est-ce que j'ai la compétence pour le faire? La réponse est oui. Est-ce que j'ai l'autorité nécessaire pour le faire? La réponse est oui. À côté de cette triple interrogation, il y a une question d'esthétique. Est-ce que j'aurais l'aisance souhaitée pour parler de cette question de l'université? Et nous allons voir ensemble, pendant que nous allons avoir ce commerce intellectuel à deux, ce qui sortira de notre discours. Oui, alors vous avez posé là des interrogations vous-même qui ouvrent d'ailleurs notre débat. Des interrogations tellement purement scientifiques qui vous placent dans votre contexte. Parce qu'il faut dire que vous êtes professeur. Voilà, le diplôme que vous avez, c'est celui vous avez un professorat. Vous avez donc la légitimité de réfléchir sur l'humanité, même au-delà du Congo. Alors, nous allons réfléchir comme vous avez dit. Alors, professeur, pourquoi donc avoir réfléchi sur les universités ou l'université congolaise? Alors, après près de 30 ans d'enseignement dans le supérieur, comme tout le monde, j'ai eu à poser un regard, parfois sévère, sur la manière dont évolue l'enseignement supérieur dans notre pays. Je voulais parler essentiellement des universités du Congo. Absolument. Est-ce que nous sommes satisfaits du rang qu'est le nôtre à travers le classement mondial? La réponse est certainement non. Mais c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, oui, beaucoup de responsabilité et surtout beaucoup de courage. Est-ce que nous pouvons faire mieux pour que Marin Gouabi, qui est un nom prestigieux, devienne demain une très grande université dans le concert des universités au monde? La réponse est certainement oui. Mais comment allons-nous faire?
Et là, Kouamon Jean-Bernard ne peut pas le faire seul. Il va inviter un parterre de collègues, Dieu seul sait s'ils sont nombreux, pour réfléchir ensemble, pour voir comment rebâtir notre université. C'est prétentieux, mais il faut toujours un peu de prétention si on veut faire bouger les lignes. Alors, chers téléspectateurs, on ne peut pas aborder une telle question sans penser l'intérêt. Parce que nous sommes en face de cette opinion congolaise. Ça va parfois dans tous les sens, je me permets de le dire, parce que depuis un certain temps, le combat du pays, il faut le dire comme ça, au regard de tout ce que nous vivons, s'oriente vers le savoir au regard de cela. Et puis, c'est une réalité qui rime avec le monde. On est une nouvelle société démocratique qui tâtonne. Et parfois, il nous arrive de vous poser la même question. Quelle est votre place dans cette société en tant qu'intellectuel, parce que vous êtes professeur? Et à mon humble avis, les professeurs, c'est d'abord les universitaires. C'est eux qui éclairent la société. C'est eux qui éclairent toute la société, les politiques, voire même les religieux. C'est pourquoi nous vous convoquons souvent à pouvoir susciter une prise de conscience de nouveau pour penser votre société. Vous venez de le dire. Alors, quel est l'intérêt, bien que vous venez de dire quelque chose là-dessus, parce qu'il peut donner comme ça de penser l'université, mais c'est pour quel intérêt? Alors, il n'y a pas très longtemps, le professeur Onzoto venait de publier un livre sur l'université, à la croisée des chemins. Ouais. Il a été président de cette université, donc il a été au cœur des problèmes de l'université. Absolument. Et moi, je prends le relais pour regarder avec la société comment faire pour redynamiser cette université qui, à mon avis, connaît d'énormes problèmes. Nous allons y revenir. L'université, au-delà du fait qu'il s'agit du temple de la transmission des connaissances, oui, mais c'est également la maison de la création des savoirs. Mais pour créer les savoirs, il faut des hommes et des femmes. C'est là où il faut qu'on se pose une question à soi-même. À la limite, on peut être masochiste. Hein. Quelle est notre place à l'université? Comment sommes-nous arrivés à l'université? Qui doit être à l'université? Qui doit enseigner à l'université? Quels sont les curricula exigés? Comment faire pour que demain, nous ayons les meilleurs enseignants? Parce que des enseignants, nous aurons des meilleurs contenus pédagogiques. Des meilleurs contenus pédagogiques, nous aurons des meilleurs étudiants. Donc le premier est celui-là. Comment faire pour régler tous ces problèmes-là? Voilà. Et évidemment, nous allons rentrer là-dedans pour essayer de voir comment l'auteur ou le sachant a pu réfléchir sur cette université. Certainement, à la fin, il a dû présenter les tentatives de solution, comment relancer notre université, chers téléspectateurs. Alors, mais quelles sont les thématiques que vous avez pu aborder pour mettre déjà de l'eau ou de la salive dans les bouches du lecteur congolais? Alors, il faut d'abord dire que l'université est une très grande institution. Un pays qui a une grande université est un pays qui se développe. Parce que l'université, à travers elle, règle les problèmes de santé. Absolument. L'université, à travers elle, règle les problèmes de société. C'est de l'université où l'on tire le maximum des élites. Évidemment. Parce que les élites, ce sont ces personnes qui orientent, qui conseillent et qui parfois protègent certains points de la société. Évidemment. Si vous avez une élite défaillante ou une élite qui a capitulé, votre université peut avoir des problèmes, peut avoir des gros soucis. Donc c'est pour ça que je souhaiterais parler un peu de la gouvernance. Voilà, allons. Comment arriver à l'université? Qui doit être à l'université? Qui doit gérer l'université? Il me semble qu'aujourd'hui, on nomme le recteur, aujourd'hui c'est maintenant le président de l'université. Évidemment. Je crois qu'il faut que nous sortions de cet aspect ringard pour devenir moderne. Il faut aujourd'hui donner la possibilité aux hommes et femmes de battre campagne à travers un projet d'université pour qu'il y ait une élection et que le président de l'université soit élu par ses pairs. C'est comme l'élection présidentielle. Donc M. Romy Kokilas a ses colistiers, ils vont battre campagne, ils vont proposer un projet devant la nation et le peuple tranchera. C'est la même chose pour l'université. Demain, il faut en arriver là. Mais pourquoi alors? Quel est l'avantage? Quels sont les avantages? L'avantage, d'abord, c'est démocratique. Deuxièmement, on sait pourquoi on a élu tel président. Parce qu'il vient avec un projet. Il n'a pas été nommé. Parce que nommer quelqu'un, comme on peut se réveiller, il dit, je vais nommer Okilas, qui est mon frère.
Là, on ouvre les vannes, les gens battent campagne, et celui qui aura le meilleur projet gagnera. Et je suis pour qu'il y ait un mandat de 5 ans non renouvelable. Ça permettra aux gens de beaucoup travailler. Beaucoup travailler, amener des bonnes personnes aux endroits qu'il faut pour améliorer le profil de cette université qui, à mon avis, a quelques difficultés. Et est-ce que c'est dire que le mandat habituel auquel l'université s'est adaptée est un frein aussi pour son éclosion ou son développement? Non, je crois qu'il faut se réinventer. Vous voyez, notre université fonctionne selon le schéma des années 60. Ouais. On a connu le CSB qui fut une grande école ici. Tous nos maîtres sont partis du CSB. Vous pouvez citer les citoyens Caporo, les Mayanda. Avant d'aller en France, on passait par le CSB. Tout le monde venait un peu à Brazzaville. Or, aujourd'hui, cette université est devenue un peu défaillante. Elle est même décadente. Mais c'est du fait des hommes. Mais c'est pas une fatalité. On peut la relever. Pour la relever, il faut des hommes, il faut des vrais projets, il faut des belles infrastructures, il faut des bons contenus pédagogiques, et puis il faut créer des programmes qui tendent vers les métiers du futur. Aujourd'hui, il y a des métiers liés au numérique, il y a des métiers liés à l'IA, il y a des métiers liés au big data. Mais il s'agit de ça. Parce qu'il n'est pas question de continuer à former des jeunes quand même sur le marché de l'emploi alors qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Quel est l'intérêt pour nous de continuer à former beaucoup de sociologues alors qu'on sait qu'au finish, il n'y aura pas de débouchés? Mais la société a quand même besoin des sociologues. Mais bien sûr, on a besoin de tout le monde. Mais il faut former les gens vers des métiers où il y a des débouchés, où on peut trouver des emplois. Vous voyez, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un domaine extraordinaire. Absolument. Où on peut créer beaucoup d'emplois. C'est comme la menuiserie, c'est comme la maçonnerie, c'est comme même la mécanique. Vous voyez, quand vous voyez nos mécaniciens, ils sont restés à l'ère de la mécanique des années 60. Aujourd'hui, la mécanique, elle est informatisée, elle est numérisée. Donc, si vous n'avez pas appris ces choses-là, c'est très difficile. Hein, quand vous partez chez les mécaniciens, il y en a encore qui ont des marteaux pour défaire des boulons. Donc, c'est fini, ça. Donc, il faut que nous réfléchissions à l'université, de commun accord avec ceux qui gèrent l'enseignement professionnel, l'enseignement primaire et secondaire, comment aller vers d'autres nouveaux programmes, des programmes qui peuvent faire en sorte que demain, nos jeunes puissent trouver des emplois quand ils vont quitter l'université. Oui, vous posez là un problème crucial qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai essayé de pénétrer votre livre et j'ai rencontré la réalité que j'ai connue moi aussi. Effectivement, vous avez pu peindre la réalité parce que les cours, il faut dire, sont devenus caducs. Il n'y a pas le renouvellement, il n'y a pas la nouveauté. C'est les mêmes cours. Par exemple, en département, je prends l'exemple département, je peux appeler comme ça. On peut fabriquer l'année 1000 philosophes qui finissent en licence, à l'époque avec des tels diplômes, en sciences éco, ainsi de suite. Et qu'est-ce que le Congo fait d'eux? Et aujourd'hui, nous sommes face à la question du chômage. Alors, prof, pensez-vous qu'il faut adapter donc l'université à ces nouvelles technologies? Mais comment? Mais il faut créer de nouvelles filières. Si on crée de nouvelles filières, ça veut dire qu'on crée de nouveaux contenus pédagogiques. Vous voyez, l'université de demain, ce n'est plus l'enseignant qui va venir, il s'assoit comme moi, je m'assois, en train de donner une conférence. Non. Ça, je vais faire ma conférence, que je vais poster sur la toile, et les étudiants, de manière interactive, vont la décortiquer et vont proposer un contenu pédagogique. Ce sont les étudiants demain qui vont proposer le contenu pédagogique que nous allons tous retenir. Mais ça, il faut former les enseignants à ça. Combien d'enseignants sont accrochés au numérique aujourd'hui? Il y en a très peu. Donc, il s'agit de ça. Donc, il faut réinventer tout cela. Il faut amener, je le dis en toute modestie, en toute humilité. Oui. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les sciences sociales, même nous-mêmes en médecine. Oui. Il y a des spécialités qui vont disparaître en médecine demain. Telles que la radiologie. Demain, par exemple, on n'aura plus besoin de radiologues. Enfin, il y en aura quelques-uns encore, mais pas plus beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une radio, on aura besoin de beaucoup de manipulateurs pour faire les radios. Évidemment. Mais les clichés vont être mis dans une grosse machine qui vont aller matcher d'autres clichés à travers le monde. C'est le big data. Et puis vous aurez la meilleure solution, le meilleur diagnostic. C'est comme en cancérologie. Hier, moi, pour trouver un diagnostic précis, je mettais autour de la table beaucoup de spécialistes
pour discuter, pour débattre. Parce qu'il faut trouver la meilleure option thérapeutique qui soit pour le malade. Il s'agit de ça. Mais on tâtonne énormément. Aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, ou Gemini, ils sont largement plus intelligents que moi. Aujourd'hui, moi, je prends les éléments, j'insère dans ChatGPT ou dans Gemini, en une minute, j'ai la réponse à ma question. Alors qu'il me fallait parfois 48 heures, voire une semaine, pour trouver la réponse. Vous voyez que le monde est en train de changer. Il s'agit de ça. C'est pour ça que nous devons être humbles pour dire, nous, les enseignants, nous devons changer. Bon, en passant, nous sommes allés trop vite. Hein. C'est tellement passionnant que nous sommes allés trop vite, mais j'ai envie de revenir sur l'État vraiment de l'université sur tous les plans. Vous avez parlé en passant, nous avons les structures. Nous avons vu récemment le grand prof, que je salue en passant, que nous vénérons. Permettez-moi, sur le plan du savoir, le grand prof, il faut le dire comme ça, qui a initié un grand projet, Théophile Obenga. Il a initié un grand projet, nous avons vu le contenu. Il devait en fait répondre à ce que vous posez aujourd'hui comme problématique. Mais nous voyons bien ce qu'est l'université Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Pour certains, c'est un chantier. Et on le dit sans complaisance, on le dit sans attitude politique. C'est une réalité du pays. Et lorsque nous faisons la comparaison entre les sièges des partis politiques et Bayardel, par exemple, ça parle. Vous avez une université défectueuse dont le parterre ne ressemble à rien. Vous êtes comme dans l'époque précoloniale ou coloniale, parce que nous avons connu, permettez-moi, des innovations dans ce pays, des constructions, nous avons eu des municipalisations. Alors vous êtes sachant. Vous ne pensez pas que vous rêvez là, lorsque vous posez ces choses? Est-ce qu'il y a une volonté qui peut se manifester au travers votre rêve, qui peut accompagner ce rêve? Je vous dis ça sans mâcher les mots. Hein. Alors, je voudrais remettre dans ma mémoire une des formules du professeur Lissouba, qui avait dit « Toute histoire commence par un rêve. Si vous ne rêvez pas, vous ne ferez rien. » Je ferme la parenthèse. Vous avez évoqué un savant, Mwenenzale, le professeur Théophile Obenga, à qui je dis bonjour tout en passant. Un très grand monsieur, oui. Non, je suis l'un des étudiants. C'est un très grand monsieur. Absolument. C'est l'un des meilleurs d'entre nous. Absolument. Il m'est arrivé d'échanger avec lui et on apprend tout le temps. Absolument. Et toujours. Absolument. Il a eu l'extraordinaire intelligence de conduire ce projet, l'université de Denis Sassou Nguesso. C'était un grand projet. Absolument. Mais c'est une nouvelle université qui est en construction et qui est animée par des hommes de qualité. Le professeur Abena, on est le président. C'est un homme de qualité. Donc je crois qu'il faut leur donner toutes leurs chances pour faire leurs preuves. Denis Sassou Nguesso n'a pas 10 ans. Marien Ngobi, c'est une vieille université. C'est là où il faut mettre le paquet. C'est là où il faut réinventer les choses. Il faut commencer par les infrastructures. Vous avez parlé des infrastructures. Oui. Puis ça, on peut le faire, les infrastructures. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Vous avez là le CHU. Voilà. Son terrain part du service de psychiatrie, en passant par la rue Mbouchi du côté des sapeurs-pompiers. Ah bon? En descendant vers les rails, voilà. Et de l'autre côté de la morgue. C'est le terrain de Marien Ngobi et du CHU. Là, on peut concevoir un très grand campus universitaire où on mettrait non seulement un CHU moderne, je dis bien moderne, hein, qui est arrimé à la nouveauté d'aujourd'hui, et on mettrait la faculté de médecine, on mettrait la faculté de pharmacie qui n'existe pas, donc il faut la créer. Il faut la créer, oui. Et on mettrait la faculté de chirurgie dentaire, là aussi il faut la créer, plus les résidences et les enseignants et de ceux qui vont gérer ces différentes facultés. Un complexe, quoi. Et là, vous avez un très grand complexe universitaire. Mais ça, il faut du courage. C'est-à-dire que les gens qui ont construit leur maison sur ce site-là, il faut les exproprier. Mais il faut les dédommager. Il faut les reloger. Si on arrive à faire ça, il faut du courage pour le faire. Oui, oui. Vision plus courage, on peut y arriver. Quand vous allez à Singapour, vous avez ce genre de campus universitaire. Absolument. Et là, vous allez avoir des choses magnifiques. Et ça, il faut les hommes et les femmes capables d'accompagner le chef de l'État pour dire on peut le faire. Comment le faire? On a des solutions, on a des propositions. Mais les hommes capables, professeur, ce sont ceux-là qui, je pense, font la recherche, qui ont le courage de prendre ces pays et faire des vraies propositions, par exemple, au chef de l'État. Vous voyagez beaucoup, surtout que vous travaillez dans des grandes universités et même dans des grands centres de santé dans le monde.
lorsque nous voyons l'image du CHU, il y a un auteur, il y a un article qui venait d'être publié. C'est pas loin, en tout cas, les maisons en étage qu'on voit au CHU, c'est pas loin des prisons, en tout cas, des terreaux aux États-Unis. La réalité que nous avons là-dedans, c'est que les gens portent même des cadavres par les mains, du 5e étage jusqu'en bas. Les individus au Congo ont des ascenseurs, un individu qui crée une boîte de nuit avec son ascenseur, mais un centre hospitalier, l'unique que nous avons, le plus grand, n'a pas d'ascenseur, ça ne touche personne, les gens sont insensibles. Alors comment vous expliquez cela? Permettez-moi. Bon, monsieur Kilas, vous conviendrez avec moi que je dois faire l'économie pour ne pas parler de CHU. Parce que j'y ai été acteur, je n'y suis plus, peut-être que je vais revenir. Hein? Le CHU est géré. Il y a un directeur général là-bas, il y a un directeur général adjoint, il y a des directeurs centraux. Je crois qu'il faut leur poser la question. Absolument. C'est vrai que c'est une maison commune. Si j'ai un souci ce soir, j'irai là-bas. Vous aussi, c'est pareil. Évidemment. Mais l'idéal serait que les conditions soient améliorées. Voilà, il faudra leur poser la question. Qu'est-ce qui fait que cet hôpital soit dans cet état-là? C'est à eux de répondre à cette question-là. Oui, en tout cas, ça, nous irons voir le directeur du CHU, parce que nous avons touché de ce dossier depuis l'affaire des Canadiens. Si les Congolais le disent, c'est parce que c'est le seul centre qui peut sauver leur vie. Et ça fait très mal lorsque le président met des moyens et on ne sent pas un développement dans ce secteur. Sinon que des discours politiques qui ne règlent rien, il faut le dire. C'est pourquoi nous nous attaquons plus à vous les scientifiques, à vous les médecins, vous qui êtes du domaine. Mais nous irons voir le directeur pour essayer de voir le travail déjà fait. Qu'est-ce qui a été gagné après le départ des Canadiens au CHU? Mais ce qui est vrai, nous rentrons, nous ressortons. Nous sommes mieux placés. C'est moi qui ai la santé. C'est moi qui peux évaluer les niveaux d'évolution de cela. Et il faut dire que ces questions nous abordons parce que c'est le domaine purement universitaire. Et lorsque nous sommes là-dedans, on se dit, déjà, c'est un CHU. Mais le côté universitaire n'existe pratiquement pas. Permettez-moi. Alors, docteur et prof, nous continuons à réfléchir. Alors, aujourd'hui, l'université nous présente beaucoup de facultés. Vous l'avez abordé en passant. Je connais bien l'université pour avoir fait mon passage là-bas. Nous avons tant de facultés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des facultés qui doivent disparaître ou encore les facultés à ajouter? Parce que j'entends souvent d'autres dire, par exemple, quelle est encore la place de la philosophie dans ce pays, quelle est la place du droit, quelle est la place de la science économique, puisqu'on ne forme pas pour un but. Est-ce que ces sciences ont encore leur place dans notre pays? Ou encore, il faut adapter d'autres. Ou changer carrément l'image de notre université. C'est la question fondamentale de notre émission. Alors, ce qui existe, je crois qu'il faut garder et améliorer. Ce qui n'existe pas, il faut créer. Je prends un exemple. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas un institut du pétrole. Ah oui. Il faut créer cet institut-là. Je crois que le président évoque ce problème de temps en temps. Ceux qui gravitent autour du pétrole sont conscients. Je crois que dans les années à venir, nous aurons certainement un institut lié au métier du pétrole. Donc, au-delà de ça, il y a tout ce que le numérique peut nous apporter. Il faut créer des facultés, créer des instituts par rapport à ces nouveautés. Parce que demain, il y aura des nouveaux métiers qui vont arriver sur le terrain. Mais ces métiers-là doivent être accompagnés par des socles pédagogiques, par des socles de savoir. Ça, il faut le créer. C'est à nous de réfléchir et de créer. Mais effectivement, ce sens, comme vous dites, c'est à vous. Mais il y a le personnel. Au départ, nous avons posé ce problème. Comment on arrive à l'université? Parce que c'est pas moi, je peux faire le micro-trottoir. Vous allez écouter ce que disent les étudiants. Les mêmes cours que moi j'ai eu à apprendre, les cours que j'ai reçus moi, restent par exemple le même, parfois dans la géomorphologie, parfois dans l'égyptologie, parfois dans la philosophie de l'histoire, c'est les mêmes cours, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous écoutons dire qu'il y a des cadres là-bas, les enseignants qui dispensent les cours, qui ont des niveaux douteux, il faut le dire, parce qu'on ne triche pas avec le savoir. On peut tricher en politique, mais pas là-bas. Parce que vous avez dit que l'université, c'est un socle. C'est lui qui booste le développement. Mais quand les gens ont des niveaux douteux constatés par les étudiants, avec toute la commercialisation des cours, tout ce que nous écoutons, parfois des profs qui s'absentent longtemps pour d'autres activités. Suivez mon regard. Alors,
Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'homme? Parce que c'est incroyable. Bon, je crois que c'est un problème de gouvernance. Il me semble... Bon, on va se faire violence. Ouais. C'est une proposition. Je crois que le jour où on mettra en place une agence internationale dans notre pays pour contrôler les curricula de tous les enseignants du supérieur, voilà, on va commencer à trouver des solutions. Ceux qui ne répondront pas aux critères seront tout simplement remerciés. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui arrivent à travers des parcours douteux. Ouais. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y en a quelques-uns. Mais on peut les identifier. Mais ça, il faut qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs pour contrôler les différents curricula. Ça, on peut le faire. Et puis, il faut contrôler, ça c'est le rôle des facultés et des instituts, les contenus pédagogiques de chaque cours. Évidemment, évidemment. Chaque année, il faut les évaluer. Il faut regarder ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Vous prenez, je prends un exemple. Imaginez que nous ayons 600 étudiants. Et que sur les 600 étudiants, qu'il n'y ait que 4 qui passent en année supérieure. Et il y a à peu près 100 zéros. Il y a un problème. Est-ce que tous ces étudiants sont médiocres par hérédité collective? La réponse est non. C'est-à-dire que quelque part, l'enseignant n'a pas fait son travail. Évidemment. Quelque part, il y a un énorme fossé entre le contenu pédagogique et ce qui est dit, ce qui est donné, ce qui est transmis. Mais ça, c'est aux différentes facultés de régler ce problème-là. Mais ça, c'est une question de gouvernance. C'est là où il faut que nous ayons une présidence d'université forte, avec une compétence avérée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas compétente. Les gens qui sont nommés là sont certainement compétents. Mais demain, il faut aller vers une élection pour qu'il n'y ait pas de doute possible qu'il soit. Ce n'est pas parce que je m'appelle Nkwambo que je dois être nommé président d'université. Mais ça peut être Massamba, ça peut être Ndingoula, ça peut être n'importe qui, pourvu qu'il ait un bon projet. Mais ce projet, il doit le présenter, il doit battre campagne. Et il doit être lu sur la base de son projet. Le jour où on réussira ça, je crois qu'on aura gagné. Merci, prof. En tout cas, il faut dire, chers téléspectateurs, avant cette émission, nous avons pris le temps de faire la recherche. Nous sommes plongés dans la réalité de l'université de Dakar et de Libreville. L'écart est grand parce que nous sommes un pays qui ne parle que de politique. Moi, je suis journaliste, il faut le dire. Il suffit de surfer sur la toile. La question du savoir n'est plus posée dans le pays. Le mariage, l'adéquation, le rapport entre intello et politique pose problème. En tout cas, ça, c'est notre combat. Voilà, c'est notre combat parce que nous observons la société. Le sachant devait penser, donc l'université, vous l'avez dit, il devait penser agriculture, il devait penser mécanique, développement. Là, le chef de l'État venait par exemple d'annoncer quelque chose de positif. Accélérons la marche vers le développement. On parle du développement. Le développement, c'est l'affaire du sachant, des scientifiques. Mais au-delà de ça, quand il dit la marche vers le développement, c'est dans tous les secteurs. L'énergie, l'eau, l'économie, les transports, ainsi de suite. Mais c'est le domaine des prédilections que vous étudiez. Alors, à côté, vous avez des décideurs. Mais quand il n'y a pas mariage, le décideur va décider sur quoi? Il va se faire sur quelle politique quand l'université n'a pas réfléchi, donné aux politiques? Qu'est-ce que vous en dites? C'est le constat que nous faisons. Alors, là, vous touchez à une question de l'homme. Évidemment. Le décideur, c'est un homme. Un homme. Ou une femme. Il fait son casting. Et il prend des hommes et des femmes capables d'accompagner. C'est lui. Si ça ne marche pas de son côté, ça veut dire qu'il a fait un mauvais casting. Or, nous avons dans ce pays une crème extraordinaire. Absolument. Les hommes et les femmes existent. Mais il y a beaucoup de clientélisme, il y a beaucoup de... il y a un monsieur qui parle tout le temps sur vous ici, qui parle de parentocratie. Évidemment, évidemment. Hein, c'est Ebara Péa. Ebara Péa, il le dit. Donc, je crois qu'il faut aller prendre les hommes qui ont de la compétence avérée quelque part et en faire des collaborateurs pour mieux décider, pour mieux organiser les choses. C'est ce qui est faisable. L'Élysée, hein. Même à la Maison-Blanche, c'est ce qu'il y a lieu. Même en Iran, actuellement, ils sont en train de faire une bonne démonstration. Les bombes, la résistance de l'Iran, c'est pas l'homme politique dans le gouvernement, mais c'est le sachant. Nous avons vu combien d'ingénieurs, ils forment l'année. Mais ce sont des universitaires qui créent les bombes, qui créent ceci. Vous voyez que ce pays se protège. Bon, nous vous attendons à ce mariage, prof, si cela est possible. Bon, vous savez, le soubassement de tout ça, c'est parfois la misère sociale. Normalement, l'universitaire devrait se consacrer à ses enseignements. Évidemment.
Malheureusement, on les voit nombreux dans des cabinets ministériels. Et on peut se poser la question de savoir à quel moment ils réfléchissent, à quel moment ils écrivent, à quel moment ils préparent leurs cours. Et pourquoi vont-ils là-bas? Mais c'est pour combler le fossé qu'il y a entre les dépenses énormes attendues et le peu qu'ils gagnent à l'université. Et ce sont des choses matérielles qu'on peut arranger demain. Mais ça, c'est encore le politique qui doit regarder. Hein. Ça, ce n'est pas un coin bon. Mais je pense que si on identifie des hommes de qualité, on les recrute pour qu'on soit accompagné, on peut énormément gagner. Je crois qu'on peut beaucoup gagner. Mais il faut savoir les recruter. Vous voyez, je ne sais même pas si nous avons une agence dans ce pays qui gère les ressources humaines. C'est-à-dire que combien d'ingénieurs avons-nous formés entre 2020 et 2025? Je pense pas. Combien de médecins entre 2020 et 2025? Combien de chimistes? Est-ce qu'on a cette agence-là? Si on l'a, on dit, bon, on va aller regarder là-bas. On veut nommer quelqu'un. On va à l'agence, on regarde. Si le monsieur qui a le meilleur profil que ce d'un coin bon, ben allez, c'est lui qu'on va prendre. On va prendre comment? Parce qu'il est le frère ou le petit frère ou le grand frère d'un tel. On prend qu'il a. Si vous ne mettez pas la compétence devant, mais on aura toutes des difficultés. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse violence. Il faut mettre la compétence devant. Il faut aller vers les hommes et les femmes qui ont été formés, qui ont de la compétence. Aller vers les hommes qui ont de la compétence, ça relève de la responsabilité du politique. Nous le disons ouvertement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes dans un siècle tournant. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde. L'hégémonie américaine, par exemple, qui a pris la résolution de bousiller la loi. Il faut dire toutes les règles qui existent en diplomatie, en droit international, ainsi de suite, qui s'imposent sur les nations. Mais nous constatons aussi qu'alors que les autres sont en train de se préparer sur le plan du savoir. Quand vous parlez de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence. Quand vous parlez du data, tout ça, ce sont les savants. Alors, est-ce que, prof, en tout cas, nous le disons, est-ce qu'un jour le Congo peut mettre en valeur, je me permets de dire, son savoir pour le service à la République? Je le dis pourquoi? Parce que, généralement, vous êtes cloîtrés aux quatre murs de l'université, en face des jeunes Congolais, en train de dispenser les cours. Mais le travail universel de l'universitaire ne se fait pas. La preuve, lorsque nous chargeons, permettez-moi le terme un peu violent, les gouvernements de par leurs échecs, mais nous vous chargeons aussi. Parce que nous disons, quel est votre rôle? On rate en agriculture, mais à côté de l'université, on enseigne l'agriculture. On rate là, parfois dans la statistique, mais on enseigne à l'université. Et donc, aujourd'hui, l'intelligence congolaise est interpellée, permettez-moi. Nous devons vous interpeller, professeur, même sur le plan de la santé. Et quand on vous interpelle de la sorte, quelle est votre responsabilité? Autrement dit, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut opérer, en tout cas, pour sortir de là? Il faut réinventer l'université. Vous savez, l'université doit être capable de créer beaucoup de start-up. L'université doit être capable de produire beaucoup de brevets. Combien de brevets l'université Marine-Ngouabi produit par an? Je ne sais pas. L'université doit être capable de gagner de l'argent par elle-même aussi. C'est vrai qu'on attend la subvention de l'État. Mais si nous avons des brevets qui peuvent nous rapporter de l'argent, si nous avons créé des start-up qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent, l'université va s'autonomiser. Vous voyez? C'est vrai qu'on aura toujours besoin d'argent de l'État, mais si on peut gagner de l'argent par nous également, ça nous permet d'améliorer les infrastructures, de mieux payer les enseignants, de mieux rémunérer les chercheurs. Vous voyez, nous, on fait pas beaucoup de recherche. On fait peut-être la recherche ordinaire, mais il y a très peu de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Bon, ça, on doit être en capacité de le faire. Bon, nous avons un ministère en charge de la recherche scientifique. Je crois que c'est là-bas qu'il faut aller regarder comment faire pour booster la recherche dans notre pays. Parce que nous, à l'université, on a une prime de recherche. Mais cette prime devait être assujettie à la production intellectuelle de chaque enseignant. Est-ce qu'elle passe? Ah oui, je crois que la prime passe régulièrement. Mais il y a peu de production intellectuelle. Oui, mais c'est là où il faut suivre. Ah oui? Vous payez la prime de recherche, mais qui derrière suit ce qui est produit par ceux qui perçoivent cette prime-là. Non, là je suis en train de me faire violence, parce que moi je perçois la même prime. Donc si demain on me la coupe, parce qu'elle n'est pas produite, donc c'est à moi qu'à gagner. Mais voilà, mais normalement la prime doit être payée au prorata de la production intellectuelle de chaque enseignant. Et ça on peut réfléchir. Vous voyez, c'est comme les enseignants qui partent, les vieux qui partent.
ceux qui ont mis à la retraite. La retraite, oui. Mais ces gens-là, on peut les utiliser. On peut leur dire, écoutez, nous, on a besoin de vous pour développer la partie start-up avec les étudiants. Voilà. Quand je vois des profs, quand je vois des professeurs comme Hilaire Elenga de la géologie, de la fac des sciences, être mis à la retraite, c'est aberrant. C'est incroyable. C'est une crème. Quand je vois un Boao, Charles, qui est un ami mis à la retraite, mais c'est un déficit énorme. Quand je vois les faux bas, c'est des gens qui peuvent apporter. C'est vrai qu'ils peuvent aller à la retraite. Ils peuvent aller à la retraite, comme le dit Mounen Obenga. Mais un prof de niveau A ne part pas à la retraite. Il va quand il veut. Il peut aller à 80 ans. S'il a la santé, ben il va à 80 ans. S'il n'a pas la santé, c'est bien qu'à 70, 75 ans, on peut dire, bon, c'est la butoir. Vous choisissez, ou vous restez, ou vous partez. Mais de la poser aux gens de choisir. Mais nombreux partiront parce qu'il y a déjà le poids de l'âge. Mais ceux qui veulent rester pour accompagner les jeunes resteront. Donc, il faut booster la recherche. Si on booste la recherche, nous allons pouvoir créer des start-up. Si on crée des start-up, nous serons capables de gagner de l'argent. La recherche va nous permettre de mettre en place des brevets que nous allons vendre. Là aussi, on va gagner de l'argent. Mais pour le faire, il faut avoir des hommes et des femmes de qualité. Absolument. Donc, il faut être rigoureux du point de vue du recrutement des enseignants du supérieur. Rigueur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis un Kwamon, je vais recruter mon fils. Non. Il faut recruter à travers des critères précis. Voilà. Et ça ne doit pas se faire au rectorat. Non, le recrutement doit être fait dans les facultés. Les gens déposent des dossiers là-bas. Il y a des commissions qui examinent les dossiers, qui regardent les critères, qui disent bon, on prend un tel, on prend un tel, on prend un tel. Donc sur une base précise. Croyez-moi, si on fait ça, pendant 15-20 ans, on peut commencer à changer Marème Gouabi. Un article que nous avons lu, de Robert Dudé, dit clairement que les États africains sont retardés, ne peuvent pas réussir leur développement, leur politique de développement simplement parce qu'ils ont fait table rase avec le savoir. Ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur et nous avons tenté de faire lire cela. Vous verrez que je parle souvent des politiques, simplement parce qu'ils ont la décision. Et nous faisons une comparaison avec l'Élysée, par exemple, et la Maison-Blanche, même Buckingham Palace, un peu partout. Nous avons vu ce mariage, j'insiste sur ce mariage. Alors, vous avez abordé une question là très fondamentale. Un monsieur a un doctorat, ou bien a un professorat, il a eu du fait du Congo qu'il a formé. Parfois 40 ans de carrière, on n'a pas pu mettre en valeur, on n'a pas pu tirer profit de ses connaissances, combien même il crie au plafond du Congo. En tout cas, je le dis pour Obenga, par exemple. Combien même il crie, combien même il produit, c'est lu, on n'arrive pas à mettre en exergue. On tâtonne, parfois, dans un secteur où il a déjà donné des réponses. Problème il y a. Obenga nous revient souvent pour cela. Vous avez cité le professeur Boao. Vous avez cité Grégoire Lefebvre, je me permets, ça c'est des profs que j'ai connus à l'université. Mais vous avez un mal, le prof. Lorsque vous essayez de faire de la politique, la réalité que nous constatons, c'est laquelle? La politique est ouverte à tout le monde, même moi, à moi qui parle, je peux la faire. Mais sauf que lorsque l'intellectuel fait la politique, il suffit qu'il subisse les conséquences de la politique, ce qui est propre à tout homme politique. Alors, le Congo réduit même son savoir. Il est dans les oubliettes. Cependant, ces hommes ont de la compétence. La plupart, c'est des profs, non pas d'université, mais des universités. On ne tient pas compte de la valeur intrinsèque qu'ils ont, on voit l'homme. Obenga, on subit. Obenga, permettez-moi, a inspiré la révolution burkinabé. Le président le dit, le jeune président. Obenga a inspiré la révolution, je crois, agraire, non, la révolution technologique du Rwanda, il le dit. Mais lorsque ces voix-là disparaissent, c'est quand même le savoir. Quand même le savoir. Alors, en tout cas, je me permets de vous poser une question aussi violente. Vous avez de l'expérience plus que moi, vous êtes un aîné. Est-ce que le Congo, un jour, peut se développer par son savoir présent, prof? Ça, je me permets de vous le dire. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui parce que moi, je me place toujours dans l'optique du progrès. Ah oui, il faut être progressiste. Il n'y a rien de plus hérétique que d'être parfois en avance sur les autres. Et souvent, on est incompris. Quand on a compris très tôt, la société ne vous suit pas toujours. Mais je pense que le Congo
est un pays qui a d'énormes atouts. Nous avons des hommes et des femmes capables de porter ce pays très haut. Le Congo, à travers sa diaspora, a une intelligence extraordinaire. Le Congo, intramuros, a une intelligence extraordinaire. Il suffit de malaxer ces intelligences-là pour sortir le Congo de ses ornières. Le Congo est un petit pays, M. Kilas. J'aime toujours prendre cet exemple-là, ce point démographique. Nous ne sommes pas nombreux. Hein. Le Congo, c'est 6 millions d'habitants. Kitambo, qui est un quartier de Kinshasa, c'est 6 millions d'habitants. Wow. Donc, si on a organisé... Nous sommes un quartier de Kinshasa. Si on a organisé, encore que le chef de l'État donne la chance aux uns aux autres pour l'accompagner, pour faire du Congo un grand pays, si chacun fait son travail, demain, non seulement on va élever le Congo, mais on va devenir un pays pourvoyeur d'emploi. Nous irons chercher la main-d'œuvre ailleurs. Absolument. Parce que tout le monde va travailler dans ce pays. Et c'est possible. Obenga le dit, si vous faites de l'agriculture à partir de la Tiémé jusqu'à chez moi, à Djambala ou je ne sais pas, à Oyo, vous voyez le nombre d'emplois créés? Absolument, absolument. Mais on ira chercher la main-d'œuvre à Kinshasa. Donc moi je pense que le Congo va se développer. Nous avons des hommes et des femmes capables de remettre ce pays à l'endroit. Le seul problème, c'est que nous avons tous aujourd'hui des comportements déviants. Absolument. On a tous la tête tournée vers l'argent. Moi, quand je vois tous ces jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, en train de vouloir faire la politique, vouloir être les conseillers départementaux. Mais quand on a 20 ans, on est à la fac. Faire la politique sans avoir une expérience professionnelle est une faute. C'est mon opinion, hein, c'est mon avis. Hein. Tu vois qu'il faut avoir travaillé un tout petit peu, avoir été à l'école de la vie pour commencer à regarder autrement. Ce prisme-là, pour l'avoir, il faut avoir exercé quelque part. Absolument. On ne sort pas comme ça du lit de ses parents et on dit, bon, on est à la force montante et puis on va faire de la politique. Député, à mon avis, c'est même une erreur de faire ça. Voilà, député. Alors, on va faire réfléchir l'opinion. J'ai dit tantôt que l'émission, nous sommes sortis des sentiers battus en tout cas de la politique. Et on dit qu'il n'y a aucune complaisance lorsqu'on parle de savoir, parce que c'est une nécessité. Sans savoir, on ne peut rien faire. Quand bien même on a mis de loi, on a mis à côté les études au Congo, le savoir au Congo, le développement scientifique, la formation, en tout cas supérieure. Ça, c'est une réalité. On est sûr de nous regarder en face. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malheureusement, nous avons une race d'hommes qui parlent à tue-tête, même en qui refusent de voir la réalité. Cependant, nous payons tous le prix du recul. Nous avons parlé du miracle rwandais, prof. Alors que nous avons reçu les Rwandais avant la guerre ici. Moi, je les ai traînés au moins 4 pendant la guerre. Je les ai fait marcher jusqu'à mon village. Mais à peine rentrés, ils ont posé une vision de leur société, une vision comme Diobenga. Ils ont su où emmener le Rwanda. Ils ont posé le Rwanda en orbite. Aujourd'hui, nous y sommes. Mais c'est nous qui parlons encore du miracle, curieusement. Le Burkina Faso nous épate tantôt. En tout cas, c'est un problème d'homme, chers téléspectateurs, il faut le dire comme ça, sans émotion. Il faut avoir la fibre patriotique. Quand nous n'en avons pas, on patauge dans le reste. On ne peut rien réussir au Congo sans le savoir. Aujourd'hui, le président a un nouveau mandat. Nous sommes en train d'observer. C'est pourquoi nous avons fait un débat dernièrement ici. Quel type d'homme? Quel type d'homme? Nous les voyons déjà faire leur publicité. Ça ne vous concerne pas, pauvre, c'est nous. Ils font leur propagande et ainsi de suite. Quelque part, aussi, les universitaires ont fauté, je pense, parce que ce mariage n'a pas aidé. Il n'y a pas eu un mariage pour aider les politiques à se recycler. Ne fût-ce qu'avoir la notion de l'État, ne fût-ce qu'avoir la notion de la République, se comporter comme républicain. Ça, c'est une culture qui nous manque. Et nous pensons que aujourd'hui, il faut qu'on replace l'intelligence à sa place. On ne devait pas fabriquer, on ne devait pas tâtonner. Nous voyons comment fonctionnent les hommes. Et même nous-mêmes de la presse, je le dis, il faut commencer par nous-mêmes aussi. On constate que nous-mêmes aussi, vous avez parlé des sales comportements. Le président parle des comportements grégaires, à la mode. On perd même le civisme. Vous êtes dans un pays, on vous dit, Moté Mamabé a autorisé, ce qui est inhumain. Donc, il y a trop à dire, professeur. Aujourd'hui, je vous reçois. Demain, peut-être, ça sera Gérald Foba. C'est un cri de cœur pour tous les Congolais. C'est un cri de cœur. Je n'ai pas vu un pays, je vous parle avec émotion, je n'ai pas vu un pays qui fait table rase avec le savoir. C'est incroyable. On en parle allégeance, ainsi de suite.
Oui, il faut le dire. Pourtant, le politique parle de développement. Ce ne sera pas un miracle, professeur. Ce n'est pas par un miracle. Je pense que l'heure est venue jamais pour que la raison tourne dans le pays. Il faut que la raison tourne. Le politique doit parler raison. Il doit parler intelligence. Le journaliste doit parler intelligence. Le scientifique doit parler intelligence. Nous voulons voir, nous, du quatrième pouvoir, cette symbiose que vous venez de dire. Une symbiose. Un ensemble de sachants autour du projet du chef de l'État, par exemple, pour l'exécuter, des visionnaires. Sinon, en tout cas, ce sera une disparition collective. Alors, prof, nous allons commencer à chuter. Nous faisons ces mises au point à deux seins. Alors, prof, si vous étiez donné par le chef de l'État pour dire, bon, le professeur Kwambon, comment ferais-je pour réussir mon projet, l'actuel projet? Comment ferais-je? Quelle sera la contribution de l'intelligentsia? Je vous en prie. C'est une question extraordinairement difficile. Mais là, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de responsabilité. Un seul homme ne peut rien faire. C'est toute une équipe qu'il faut monter. Mais une équipe solide, faite d'hommes et de femmes qui ont une compétence avérée. Il faut aller les chercher. Absolument. On va accompagner le président de la République pour faire quoi? C'est répondre à ses objectifs. Absolument. Liés à son projet de société. Absolument. Une fois qu'on s'est accordé là-dessus, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on va trouver les hommes et les femmes pour animer les petits secteurs de ce grand chantier. Mais encore... Est-ce que la compétence suffit? Parce qu'il y a aussi des compétents dans... non, la compétence ne suffit pas. Il faut aussi de l'audace et du courage. Parce qu'on va vous dire, ah non, ça, on ne va pas accepter ça. Non. Il faut aller au bout de son idée. Mais la compétence est à la base de toutes les réussites. Absolument. Vous voyez, quand vous parlez des pays comme le Rwanda, vous parlez du Burkina Faso, mais vous avez des pays comme le Kenya, qui aujourd'hui est un pays très avancé sur le plan numérique. Vous avez le pays comme le Botswana, vous avez le pays comme la Tanzanie. Ça avance énormément. Vous voyez, mon ami Magaïgué, le professeur Magaïgué, vient d'écrire un manuel qui vient de sortir. Comment repenser l'enseignement supérieur au Sénégal? Son ouvrage vient de sortir. Pourtant, ils sont avancés déjà, ils sont avancés sur ce point. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils pensent qu'il faut encore améliorer. Mais nous aussi, on peut améliorer. Oui. Nous, on a 2 ministères qui gèrent les problèmes de l'université. Vous avez l'enseignement supérieur d'une part, vous avez la recherche scientifique et les innovations technologiques d'autre part. Mais quel est le résultat? Voilà. Maintenant, il faut que ces 2 ministères travaillent ensemble avec les universités pour qu'on regarde comment faire pour que nous sortions du rang qui est le nôtre. On est très loin, trop loin le classement mondial. Quand vous interrogez les 2000 universités au monde, le Congo est nulle part. Et pourtant, on peut faire des efforts pour y figurer. On peut. Nous sommes un pays immensément riche. Nous ne sommes pas nombreux. Nous avons eu ici le CSB dans les années 50. Donc, on ne peut pas... Ça date. On ne peut pas regresser autant. Si vous avez eu des hommes de qualité comme les Obenga, comme les Bouramoué, les Assyri, Tangaporo, pourquoi on n'aurait pas des hommes meilleurs que ces gens-là aujourd'hui? Or, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'après eux, c'est un peu le déluge. Après, franchement, c'est... Alors que nous avons aujourd'hui des outils modernes pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Mais maintenant, c'est ça. Il faut que le politique fasse un effort. Il faut que nous fassions également l'effort de notre côté pour qu'ensemble, que nous améliorons les choses dans notre pays. Le pays nous appartient à nous tous. Vous savez, monsieur Akilas, moi, je suis médecin. Je fais une médecine un peu difficile parce que je soigne les patients porteurs de cancer. Le cancer, c'est pas facile. Hein? Et je gère ce qu'on appelle la fragilité humaine. D'ailleurs, je viens de produire un livre avec un frère qui s'appelle Tony Ganongo. C'est la fragilité humaine. Donc, je vois les hommes et les femmes tomber régulièrement. Et c'est ça qui a créé une forme d'humilité. Oui. Parce qu'à tout moment, je peux m'en aller. Quel est l'intérêt de rouler les mécaniques dès lors on sait qu'on est mortel? Entre les 2 bornes qui constituent notre existence, c'est-à-dire l'arrivée au monde et le départ pour sa finitude, faisons le maximum pour faire du bien autour de soi. Faisons du bien pour le collectif. Et ça, on peut arriver. Quel est mon intérêt, moi, qu'il a d'avoir beaucoup d'argent par devers moi et d'avoir des voisins en face de chez moi qui n'ont pas mangé? C'est vrai que quand j'étais enfant, j'ai un peu connu ça. Mais Dieu m'a aidé pour sortir de cette galère-là,
pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Mais ça aussi, il a fallu qu'il y ait une main tendue. S'il n'y a pas eu une main tendue de mon grand frère Mbouankana, peut-être que je ne serais pas devant vous. Ah ouais. Vous voyez? Donc moi, je crois qu'il faut être humble, il faut être responsable, il faut de l'empathie, et puis il faut aimer son prochain. Absolument. Je fais tout l'effort de dire à mes enfants, ne faites jamais de tort à autrui. Parce que le tort fait à autrui finit par vous rattraper. Un jour, on va le payer et on le paye cash. Ah oui. Faites l'effort d'aider et d'accompagner. Donnez le maximum de vous-même et n'attendez rien en retour. Évidemment. Rien en retour. Telle est ma philosophie. Alors, ce livre, une fois de plus, est sorti de SD Éditions. C'est à Brazzaville. Réinventer les universités congolaises à l'ère de l'intelligence artificielle, du big data et des innovations technologiques. Alors, prof, vous le dédiez à qui? Quand vous avez écrit, vous êtes, je donne à qui? Je donne ma pensée à qui? Alors, ce livre, il faut que tout le monde l'achète. D'abord, les étudiants. Ouais. Ils vont découvrir beaucoup de choses là-dedans. Les enseignants, qui vont apprendre à se réinventer, à s'interroger. Ah oui. Aux politiques et à la société. De comprendre les problèmes. Voilà. Un parent qui a son enfant qui vient d'avoir le bac doit savoir où l'orienter. Ben, en lisant ce livre-là, il va se dire, est-ce que je l'envoie là-bas ou je ne l'envoie pas là-bas? Donc c'est un livre, je le conseille à tout le monde. Tout le monde. Tous les ministres doivent le lire. Tous les parlementaires, les sénateurs doivent le lire. Absolument. Tous les journalistes doivent le lire. Absolument. Parce que, excusez-moi, monsieur Kilas, les journalistes sont devenus un peu complaisants dans ce pays. Ben ouais. Hein, vous ne faites plus votre travail. Et vous n'aidez pas la République. Ça, je prends avec nous. Hein? Ouais. Il y a trop de connivence entre le politique et le journaliste. Bon, je peux comprendre. Vous n'êtes pas soutenu, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'argent. Donc on est obligé parfois d'aller faire allégeance. Évidemment. Et on finit par faire tout et n'importe quoi. On brise la dignité. Oui. Voilà. Alors que vous êtes un catin pouvoir. Donc vous avez même abandonné ce pouvoir-là. C'est même une capitulation. Bon, je ne vous demande pas d'être séditieux. Merci. Enfin, c'est une remarque. Donc je crois qu'il y a ce livre-là. Ben, il faut le ventiler, il faut que tout le monde l'achète, que tout le monde le lise. Hein? La librairie qui vend le livre se trouve au croisement de l'avenue de la Paix de la rue Kélé. Oui. La librairie ASD. ASD. Ils peuvent aller l'acheter là-bas. J'ai eu l'occasion de visiter cette librairie et de présenter la gamme des ouvrages qu'il y a dedans. En tout cas, c'est bien de visiter cette librairie, très riche dans différents domaines de la vie. Alors, prof, nous sommes arrivés au terme de notre échange et, comme on dit chez moi, vous arrivez, c'est l'occasion pour vous de parler au Congo en définitive pour la circonstance. Face à cette caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive? Bon, alors, je voudrais dire que nous sommes un pays magnifique. Nous sommes un grand pays, un pays qui a beaucoup de talent, des hommes et des femmes qui ont une compétence avérée. La preuve, c'est que nous avons, par exemple, en France, beaucoup de jeunes médecins qui sont les chefs de service, alors que ce sont des enfants que nous avons formés ici à Brazzaville. Si on s'y met tous, si on se dit, on pense le Congo, si on se dit, mettons de côté les comportements déviants, si on peut rattraper notre jeunesse en perdition aujourd'hui, puisque le phénomène Kuluna existe dans ce pays, encore que moi-même, j'ai failli le devenir s'il n'y avait pas eu une main tendue, puisque dans les années 70, comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur le parcours d'un enfant de Pototo Lindobile. Je ne serais peut-être pas aujourd'hui ici. Donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en nos institutions. Mais il faut être rigoureux. Il faut être juge et il faut être sévère. Il faut demander à nos gouvernants de faire leur travail. Sans complaisance. Mais en choisissant les meilleurs d'entre nous pour accompagner le projet du chef de l'État. Je crois qu'en 2-3 ans, si on le fait, le Congo peut commencer à sortir des chantiers battus. Voilà ce que je peux dire à la famille, aux parents, aux frères et sœurs. Nous avons à cœur nos problèmes et nous devons tout faire pour les relever. Et c'est notre devoir. Merci beaucoup, prof. En tout cas, il a été question donc, chers téléspectateurs, pour nous de replacer l'intellect
où l'intelligence a sa place, surtout l'universitaire a sa place, parce que au-delà de tous les retards que nous connaissons, l'intellectuel a sa place aussi, surtout sa responsabilité. Et nous avons passé par le truchement de ce livre qui replace l'université, qui redonne la place à l'université, parce que ce livre rappelle ou fait l'autopsie des problèmes qui gouvernent donc notre université, parce que l'université a pour but de créer le savoir, de créer des intelligences. Et ces intelligences doivent être mises au profit de la société, au profit des décideurs. C'est pourquoi nous continuons à mener ce combat au-delà de l'actualité. Pour terminer, je veux vous faire réfléchir, comme nous a fait réfléchir un étranger dans ce pays. Voilà ce qu'il nous a dit. Vous avez créé l'usine d'eau, vous n'avez pas d'eau. Vous avez créé le barrage, vous tâtonnez en matière d'énergie. Vous avez créé des stades, vous n'avez pas de sport. Vous avez créé des aéroports, vous n'avez pas de flotte. Qu'allez-vous créer? Et qu'est-ce qui se passe? Le président va doter le pays de toutes ces infrastructures. Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous avez encore ces besoins? Faut-il en créer d'autres? Où est le problème? Et finalement, après une année de réflexion, nous avons réalisé que le problème, c'est l'homme. Quel type d'homme, quelle qualité d'homme pour la gestion du pays? Voilà la question que nous nous posons. Or, le type d'homme, c'est la compétence. La compétence, c'est l'université, c'est le savoir. Au-delà de tout ce que l'homme de la rue veut le dire, nous sommes un monde scientifique. Quand on ne connaît pas, on apprend. Quand on apprend, on sait. Et quand on connaît, on applique. Avec, comme a dit le prof, beaucoup d'humilité, surtout avec la fibre patriotique, en faisant table rase avec les besoins, en tout cas grégaires, les besoins qui réduisent l'homme à une étape que vous-même vous connaissez. J'avais reçu donc sur ce plateau, en tout cas le professeur Jean-Bernard Kwambon, qui nous a informé sur ce livre intitulé Réinventer les universités congolaises à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle et des innovations technologiques. Je crois vous avoir servi, je crois en tout cas servi l'intelligence congolaise. Au prochain, en tout cas, j'attends pour ce débat parce que il faut en tout cas travailler pour que nous ne tombions pas dans l'obscurantisme. Au revoir en tout cas, prof. Merci infiniment. Au revoir donc à tous qui nous ont suivis. Au revoir, à la prochaine fois. Merci.